Je viens de vivre un accident de voiture violent. Physiquement, ça va. Psychologiquement, je suis éclatée. J'étais allongée à l'arrière de mon van aménagé parce que j'étais en train d'essayer de gérer une crise autistique. Et là, il y a eu un choc, très violent. Une voiture est rentrée dans mon van à pleine vitesse. Un accident, c'est toujours un choc. Et là, en plus, moi j'étais déjà en état de choc. Les crises autistiques, moi je les vois comme les fusibles qui sautent. C'est quand mon corps est tellement saturé qu'il a trop d'informations, soit émotionnelles, parce que j'ai vécu trop de choses qui m'ont touchée, qui m'ont affectée, ou qui m'ont fait trop réfléchir et que j'ai toutes mes connexions neuronales qui partent en délire parce qu'il se passe trop de choses, ou alors parce qu'il y a eu trop de changements, trop d'inattendus, trop de surprises, ou alors simplement parce que sensoriellement, je suis surstimulée complètement. Il y a trop de bruit, il y a trop de mouvement, il y a trop de lumière, il y a trop de toucher. Et une crise, elle arrive pour juste tout arrêter. Mes crises, elles ont souvent deux formes. Le meltdown, où je m'effondre en larmes, je perds mes moyens, je me roule en boule, et j'ai juste besoin que ça sorte. Et les shutdowns, où là, je me replie sur moi-même, où je sens la bulle qui se forme, j'entends le monde qui devient de plus en plus lointain, je me renferme de plus en plus sur moi-même, je peux de moins en moins parler jusqu'à ce que je devienne mutique. Le matin de l'accident, c'était déjà difficile. Je m'étais réveillée épuisée parce que je tentais un nouveau traitement pour essayer de prendre soin de ma dépression, qui marchait pas du tout, comme d'habitude. Du coup, je gérais déjà ça, cette sorte de désespoir de « mais en fait, il n'y a rien qui m'aide. Il n'y a rien d'extérieur qui m'aide, il faut juste que je me démerde toute seule. » Et ce médicament, alors que j'allais plutôt bien à ce moment-là, me rendait encore plus épuisée que ce que j'étais déjà. Et déjà ça, c'était dur à supporter. Et puis ce jour-là, on était chez une amie qui habite dans la montagne. On est descendu avec le camion de mon compagnon sur cette piste toute cabossée. Et évidemment, on s'est pris un fossé. Du coup, 1h30 plus tard, après avoir mis des branches, des bûches, des énormes cailloux, appelé plein de gens, trouvé des solutions dans tous les sens, une personne du coin est venue avec sa Jeep, nous a sortis de là. Et pendant tout ce temps-là, alors que j'étais déjà fatiguée, j'ai gardé le sourire, j'étais positive, j'étais proactive, j'ai aidé à ma toute petite mesure à faire qu'on avance, qu'on s'en sorte. L'autre réalité de cette journée, c'est que le grand but de ma journée, c'était d'aller à cette milonga, c'est un bal tango, que j'aime très fort et auquel je ne suis pas allée depuis plus d'1 an. Sachant que j'ai pas dansé depuis plus de 6 mois, ce qui n'est jamais arrivé dans ma vie depuis que je danse. Pour moi, c'est le signe que je vais vraiment très mal. Cette journée, elle avait un énorme potentiel de « ça y est, je commence à réussir à vivre à nouveau, j'arrive à sortir, je vais voir des gens, je vais danser, je vais retrouver mon corps et je vais oser essayer d'être à nouveau dans cette vie-là, je vais essayer d'être à nouveau vivante comme avant. » Et là, du coup, entre mon réveil très tardif à cause des médicaments, le coup du fossé qui nous a rajouté 1h30, quand on arrive enfin au village et que je retrouve ma voiture, ben je vois que on est 4 heures plus tard, en fait, et qu'il reste plus que 3 heures à cette milonga qui devait être très très longue et durer 7 heures, et ça me faisait tellement rêver. Donc ça fait du changement, ça fait de l'inattendu, et ça fait déjà beaucoup, en plus de la fatigue physique. Du coup, je dis à mon compagnon, ok, là je vois que je suis épuisée déjà, j'aurais déjà besoin de faire une sieste en fait, j'aurais déjà besoin de désaturer. Mais je veux trop y aller, je peux pas rater ça, c'est maintenant ou jamais en fait, c'est maintenant. C'est la dernière milonga comme ça de l'année et c'est la première que je peux faire, donc on y va. Il me dit d'accord, mais tu t'arrêtes dès que tu sens que t'es trop fatiguée. Et effectivement, je prends le volant et assez vite, il y a toutes les pensées qui m'assaillent de oui, t'as tellement envie d'y aller, oui, c'est soutenant pour ta vie, et en même temps là, t'es épuisée, tu sais très bien que si tu fais 7 heures de voiture, tu vas arriver, t'auras besoin de dormir là-bas, ou alors tu vas te forcer à ne pas dormir, tu vas aller danser et tu vas t'écrouler au bout d'une demi-heure. Et là, ça va être vraiment horrible d'être là où tu veux être et de ne pas y arriver à ce point-là. Donc pause, effectivement, écoute-le, fais une pause. C'est important de maintenant faire une pause, de ne pas toujours pousser trop loin comme j'ai fait toute ma vie. Du coup, je me dis, ok, juste avant qu'on aille sur la départementale, il y a une voie sans issue là, je vais m'enquiller là-dedans, me mettre entre 2 platanes, comme ça c'est sécure. Mon compagnon fait pareil avec son camion devant le mien, entre 2 platanes, dans cette allée sans issue. Il sort de son véhicule, il me dit viens, on va s'allonger. Du coup, on se met sur mon grand lit à l'arrière de mon van. J'explose en sanglots. Dans ma tête, ça tourbillonne, il y a plein de pensées, il y a plein de choses que j'aimerais dire.
de pourquoi je suis dans cet état, pourquoi ça me touche aussi profondément, pourquoi je perds pied avec si peu. Et j'y arrive pas, en fait. Plus je pleure, moins j'y arrive. Et j'ai la chance d'avoir un compagnon hyper soutenant qui comprend très bien comment ça marche et qui était juste là à m'écouter, à rien dire, mais à me regarder avec amour. Juste à être là en tendresse, en calme, à juste faire des petits sons doux pour me dire qu'il entendait que c'était dur pour moi. Et moi, à l'intérieur, j'étais dans cette bataille de je veux lui dire, j'ai besoin de lui dire. Je sais que si je lui dis et que je suis entendue, ça va aller mieux, je vais pleurer un bon coup, je vais me reposer un petit moment et on pourra repartir, j'aurai vidé mon sac et ça ira bien. Et en fait, là, ça commençait à se mélanger, pas seulement avec cette journée, mais avec toute cette année de burn-out, où les situations de ce genre, je les vis en permanence. À peine j'essaye de faire quelque chose pour retourner à la vie, il y a un truc qui fait que j'y arrive pas, que c'est trop, que je suis trop fatiguée, qu'il se passe quelque chose, que ça me déroute, que j'y arrive pas, que je m'effondre en meltdown. Et du coup, tout ça s'est accumulé et ça m'a fait comme une sorte de montagne énorme de mais je vais jamais y arriver, perte de sens, fin du monde, tout ça juste parce que je peux pas aller une milonga. Mais dans ma tête, c'était tellement plus que ça. C'est toute ma vie que j'arrive plus à mener. C'est toute ma vie qui a plus de sens. C'est toute ma vie qui trouve juste pas un moyen de vivre. Et j'étais tellement en désespoir avec toutes ces pensées qui m'assaillaient que là, j'étais en train de partir en mutisme. J'arrivais plus à parler. Et j'étais frustrée parce que je savais que si je pouvais parler, ça allait sortir et ça allait aller mieux. Et là, mon système fait que ça bloque, que je ne peux pas parler. J'étais en bataille avec moi-même, avec tout ça à l'intérieur. Et soudainement, cet énorme choc, le véhicule qui est déporté sur plusieurs mètres contre un portail, on se retourne, on se demande ce qui se passe, on se rend compte que c'est nous, là, dans le truc qui bouge, qu'on a entendu des chocs, on regarde par la fenêtre, il y a un petit véhicule fumant, là, contre un platane, avec un mec endormi dedans. On se rend compte que le camion de mon compagnon a aussi été impacté. Et là, il y a des gens partout, des voitures qui s'arrêtent, des gens qui sortent en courant, qui vont chercher le bonhomme dans sa voiture, qu'il sorte, qu'il traîne parce qu'il est inconscient. Et moi, je regarde tout ça, je suis déjà tellement en état de saturation ultime, je peux déjà plus rien supporter. Et là, il y a tout ça qui se passe, tout ce mouvement, tout cet inconnu, tout ce truc qui fait aucun sens. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mon compagnon sort du véhicule, va voir ce qui se passe, je me retrouve toute seule alors que c'est le moment où il ne faut pas que je sois toute seule et en même temps, évidemment qu'il faut qu'il aille voir ce qui se passe. Et là, je commence à sentir la panique intense qui m'envahit. Et les gens rentrent dans mon véhicule. Les gens rentrent dans mon véhicule. C'est mon espace de sécurité. Personne ne rentre sans être invité. C'est mon espace safe. C'est là où je prends soin de moi. C'est là où je gère mes crises. C'est là où je laisse rentrer que les personnes les plus intimes dont je suis sûre. Et là, des gens rentrent. Juste comme ça. Ils rentrent, ils me parlent, ils me touchent, ils parlent fort. Ils ne demandent pas ma permission pour me toucher, pour rentrer chez moi. C'est tellement intrusif, c'est tellement choquant. Et puis ils me posent des questions. Moi, je peux pas parler. En fait, j'en suis pas capable. Mon compagnon fait des allers-retours. J'arrive juste à trouver l'énergie de lui dire « dis-leur que je suis autiste ». Et là, je vois que le pompier, ça fait aucune différence. Il continue à me parler comme si j'étais sourde et à me demander des réponses alors que je ne peux pas m'exprimer. Je sens qu'il y a d'autres personnes qui viennent, mon compagnon qui revient, une troisième personne qui est là, qui me touche. Et je connais pas cette personne, je la vois pas, mais je sais que je la connais pas. Et en même temps, je sens ce toucher et c'est doux. Et je me dis « ok, je sais pas qui c'est, mais ça va aller ». Et j'entends cette personne me dire « Claire, je te connais, on s'est vu en bal ». Et moi, j'ai pas la force, ne serait-ce que de tourner ma tête pour regarder cette personne. J'accepte juste de me dire, ok, je sens de la bienveillance, je vais accepter ça. Et à nouveau, mon compagnon sort. Cette personne dit qu'elle doit y aller. Et là, je commence à paniquer parce que il y a les pompiers qui arrivent, il y a la police qui arrive, le SAMU qui arrive, tous avec leurs gyrophares, leurs grosses voitures, des mecs qui sortent de partout en gueulant. Parfait, parfait. Et moi, toute seule dans ma voiture en PLS avec la porte ouverte et des gens qui rentrent comme si c'était un putain de moulin. Du coup, j'arrive à attraper mon compagnon et lui dire « Est-ce que tu peux rattraper cette fille? J'aimerais bien qu'elle reste avec moi. Je suis tellement fière de moi maintenant d'être capable d'oser faire des demandes quand j'ai besoin de quelque chose. » Et effectivement, cette personne arrive. Je vois qui c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance, même si je la connais pas plus que ça. Et ça me détend déjà un peu de me dire « Ok, il y a une personne là, je vais lui faire confiance qu'elle va m'aider à me protéger là dans ce qui se passe. » Il y a le SAMU qui est arrivé, il y a une jeune fille qui rentre, qui remplace le pompier qui crie. Et elle, on lui dit que je suis autiste. Elle comprend ce que ça veut dire apparemment, parce qu'elle commence à me parler hyper doucement, à me prévenir de chaque chose qu'elle va me faire, à me demander à chaque fois si elle peut me toucher, si elle peut bouger mon bras, à essayer de me poser des questions, à voir que je réponds pas, à ne pas insister, à me prévenir que sa machine fait du bruit, qu'elle fait des clignotements,
à essayer d'éteindre le bruit de sa machine. Elle était tellement mignonne, tellement adorable, alors que moi j'étais en panique, j'étais en crise de larmes totale, j'étais recroquevillée en fœtus, j'étais en pétage de câble total. Bref, et ce petit manège-là, il dure un moment. Et là, on commence à me dire, il faut vous amener à l'hôpital parce que j'avais très mal à l'épaule. Mais je savais que c'était pas grave, c'était juste un choc de mon épaule contre l'étagère dans ma voiture. Mais il n'y avait rien de grave. Mais comme moi, j'étais complètement recroquevillée sur moi en shutdown, pas capable de bouger et de parler, eux, ils se sont dit, c'est peut-être plus grave, il va falloir qu'on vérifie. Donc ils me disent, on va vous emmener à l'hôpital. Et moi, non. Là, j'ai réussi à dire non. En fait, non. J'ai pas pu expliquer plus, mais le non, il voulait dire, est-ce que vous voyez que je suis en sursaturation de l'espace et qu'il faut pas en rajouter? Qu'on va pas rajouter un nouvel endroit, de la lumière dans la figure, des gens qui me parlent, qui me touchent, qui me connaissent pas. En fait, stop, on va arrêter les dégâts ici, c'est bien assez. Mais non, le système est au service de soi-même, pas des gens, on le sait. Et du coup, on me force en fait. On me demande, on me le fait comprendre autrement, on me pose les questions ailleurs, on me fait comprendre que oui, mais il faut rassurer les médecins. Mais je m'en fous de rassurer les médecins en fait, c'est moi qui ai besoin d'être rassurée là. Mais évidemment, ça je peux pas le dire. Je dis juste non, non, non. Et mon nom, il est pas entendu. Du coup, je vois bien la fille du SAMU, elle fait ce qu'elle peut, elle est adorable. Je finis par baisser les bras et dire ok, en fait, j'ai pas le choix. Je vois bien que je peux dire non tant que je veux, on va m'emmener à l'hôpital. Je demande à voir mon chien, qui était aussi dans la voiture au moment de l'impact, qui était à l'endroit de l'impact. Tellement contente qu'ils soient encore là. Et je leur explique que c'est mon chien d'assistance. Du coup, ils me l'amènent. Dès qu'il est là, tout de suite, je vais mieux. Il y a un truc qui se calme, qui s'apaise. J'arrive même à sourire. Ils voient bien ce que ça crée quand il est là. Ils disent, ah oui, effectivement, il fait bien son boulot. Et j'étais là, oui. Sauf que je n'ai pas encore les papiers prouvant qu'il est chien d'assistance. Ça prend du temps, ces choses-là. Je ne vais pas partir dans ces détails, mais ça m'énerve. Et donc on me dit, non, on ne peut pas le prendre ni dans l'ambulance ni à l'hôpital parce qu'on n'a pas les papiers. D'accord, donc de voir que ça me fait du bien et que c'est le seul truc qui m'a fait du bien jusqu'à présent, évidemment, ce n'est pas suffisant. On va juste aller rassurer les médecins à la place de ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis sortie de ma voiture. Elle a la gentillesse de penser à prenez un truc pour vous faire du bien, un truc qui soit doux. Du coup, je prends quelque chose que j'adore, qui est très très doux, je le mets autour de mon cou. Je sors de mon véhicule. Il y a des brancardiers qui sont là, qui sont clairement en colère contre moi parce que ça fait trop de temps qu'on me demande de sortir et que je sors pas. Du coup, on me pose dans ce truc, on m'attache. Alors là, c'est vraiment le truc où j'étais en mode ok, c'est bien pour vous que je sois mutique parce que sinon je serais en train d'hurler. Je ne veux pas qu'on me touche et encore moins qu'on m'attache. Bon bref, je vous passe les détails de l'ambulance, des bruits, de la lumière, des bosses sur la route. Je sais pas comment font les gens qui ont des os cassés parce que c'est un supplice en fait. Mon compagnon avait réussi à convaincre les ambulanciers de laisser venir mon petit loup avec moi. Donc je l'ai avec moi pendant le trajet, ça m'aide. Mon compagnon est là aussi. J'arrive à me poser dans « Ok, je vais aller à cet hôpital, j'y suis déjà allée malheureusement. » Oui, parce qu'il y a 2 ans, j'ai déjà eu un accident de voiture. Et je suis déjà arrivée à ces urgences-là. Je m'étais préparée à me dire « Ok, mon compagnon et mon chien vont pouvoir venir avec moi dans l'hôpital. Ça va aller. Je connais ces couloirs, je sais comment sont les lumières. Je vais y arriver. Ça va être dur, mais je vais y arriver. » Et en fait, on arrive, et les gens de l'hôpital nous disent « Mais il n'y a pas moyen, le chien il rentre pas en fait, donc mon compagnon il reste dehors avec le chien. » Voilà, donc je suis poussée sur un brancard, dans un hôpital, toute seule, en pleine crise autistique, mis dans une pièce, des nouvelles infirmières qui me refont tous les tests qu'on m'avait déjà fait dans ma voiture, qui me reposent toutes les mêmes questions. Et puis d'un seul coup, je suis seule. Je suis seule. Il n'y a plus rien. Il y a juste une grande lumière dans ma gueule. Et puis un médecin arrive, clairement en stress. Il me pose des questions brusquement, il m'attrape, il me touche de partout, il me demande de lui montrer là où j'ai mal. Je lui montre, il me dit « Ah ouais, levez les bras, retournez-vous, mettez-vous debout. Bon c'est bon, allez-y, partez. C'est rien. » Moi j'ai jamais voulu être là, je savais que c'était rien. Donc c'était pour vous rassurer, monsieur le médecin. Et maintenant il me parle comme si j'étais un chien, que j'avais rien à foutre ici. Du coup, je me retrouve toute seule dans les couloirs, debout, soudainement, alors qu'en fait, après une crise autistique, moi, je suis pas capable de marcher. Je suis roulée en boule par terre et je dors pendant des heures. Je me retrouve dehors, devant l'hôpital, il fait nuit, il fait froid, on est seuls, avec mon compagnon et mon chien. On n'a plus rien, en fait. On a tous les deux perdu notre camion aménagé avec toutes nos affaires. On ne sait pas où dormir. On n'a rien à manger. On n'a nulle part où aller. On est paumé au milieu de nulle part. Bon bref, les coups de fil, les taxis qui veulent pas venir parce que c'est loin.
les gens qu'on n'arrive pas à contacter parce qu'il est 11 h du soir. Et finalement, une amie d'amis qui nous héberge, qui vient nous chercher gentiment. Et voilà, et on se retrouve à dormir dans un lieu nouveau, avec des odeurs nouvelles, avec une nouvelle personne qui a une nouvelle vibe. Et tout ça, c'est juste insupportable. Du début à la fin, il n'y a rien qui est ok. Il n'y a rien qui est adapté à ce que moi je suis en train de vivre. Donc on était dans un processus de soins qui prenait soin de la procédure, mais pas de moi, très clairement. Le lendemain matin, mon compagnon, avec énormément de douceur, m'apprend que nos 2 véhicules sont à la casse, que la personne qui nous a impactés venait de sortir de chez lui, avait fait une crise d'hypoglycémie parce qu'il était diabétique et avait juste perdu connaissance, et que son véhicule avait impacté l'avant de mon véhicule de plein fouet, fait le tour du platane, impacté l'arrière de son véhicule de plein fouet pour rebondir sur le platane d'en face et éclater sa voiture aussi. Ce gars n'a rien, il est parti aux urgences, il a eu conscience de rien, il se rappelle de rien. On est allé au garage, là où étaient remorqués nos véhicules, pour voir l'ampleur des dégâts. Et ouais, c'était pas facile de voir ces 2 véhicules qui sont nos espaces de vie en fait, nos espaces de liberté, qui nous permettent d'être qui on est, de vivre la vie qu'on choisit. Qui étaient là défoncés dans une pile d'autres voitures défoncées. Et de réaliser, ok, ça s'arrête là en fait, c'est fini. Il y a tous les souvenirs des belles choses qu'on a vécues grâce à ces camions. Et pour ma part, il y a aussi la réalité que je venais juste de l'acheter. Ça faisait 3 mois que je l'avais. Je venais d'investir mes petites économies pour acheter ce van. Ça faisait 4 ans que je vivais déjà dans ma voiture. Et que je réalisais que, vu mon état, il fallait que j'ai quelque chose de plus confortable pour pouvoir continuer. Pour essayer de reprendre mon style de vie. Je vis la moitié du temps avec mes enfants. Et l'autre moitié du temps, je suis sur la route, dans mon van. Et là, ça faisait des mois que j'étais coincée chez moi. Que je sortais plus, que je faisais rien, que je voyais personne. Et ce van, c'était vraiment ma tentative ultime, alors que j'avais tellement pas d'énergie, d'essayer de construire quelque chose pour me permettre de revenir vers la vie. On a passé 5 mois à trouver le véhicule que je cherchais, parce qu'évidemment, je suis très exigeante dans ce que je veux. On a passé des mois à l'aménager pour que ce soit exactement sur mesure pour mes besoins. Et c'était la 2e fois seulement que je sortais avec. Et ça m'a pris du temps de réaliser que, ok, c'est fini, c'est déjà fini. On vient de passer plus de 6 mois à essayer de faire exister ce projet. Il existe, il est parfait, il est enfin fini. J'avais fini toute la petite déco, j'étais vraiment contente de voir, ok, mon petit chez moi il existe, je vais y arriver, je suis à niveau sur la route, j'arrive à nouveau à bouger, à sortir, à voir des gens, à faire des choses, à vivre une vie qui ressemble à une vie. Et en fait non, c'est fini. C'est déjà fini. Et ça s'arrête abruptement, violemment, sans aucune raison. C'est juste absurde total. Et il va juste falloir accepter. Mon truc préféré. Accepter les choses qui n'ont pas de sens. Pour moi, c'est insupportable. Et puis la meilleure partie à venir, c'est la bataille avec les assurances, qui jouent au ping-pong avec l'assistance, qui plus tard jouent au ping-pong avec les experts automobiles. C'est juste un calvaire. J'ai eu beaucoup de chance que mon compagnon s'occupe de tout ça. Sauf que moi, du coup, j'ai été témoin de voir l'homme que j'aime en train de dépérir, parce que psychologiquement, c'est tellement violent. On est victime d'un accident qui nous enlève non seulement nos possibilités de mobilité, mais de travail pour mon compagnon, d'hébergement, de façon de vivre en fait. Du coup, soudainement, il n'y a plus rien qui va juste parce que un gars a perdu connaissance au volant. Et c'est fini, et tout part en cauchemar, et en plus de ça, les assurances nous mettent la tête sous l'eau. Voilà, ça fait des semaines qu'on est dans ce cauchemar et que ça finit pas, en fait, on s'en sort pas. Là, la belle nouvelle, depuis un petit moment, c'est que les experts dévaluent mon véhicule. Je l'ai acheté il y a 3 mois. Et là, il a perdu le tiers de son prix, en fait, parce que je l'ai aménagé. Donc là, non seulement je perds tout mon travail, je perds mon lieu de sécurité, et en plus, je perds de l'argent. Parce que j'ai eu la bonne idée d'essayer d'aménager un van pour prendre soin de mes besoins. Voilà, ça c'est l'histoire. Maintenant, je crois que ce qui est dur, c'est de faire face aux gens, de raconter ce qui s'est passé. Et de voir que les réactions, c'est toujours « Ah, mais c'est que du matériel, heureusement. Au moins, vous êtes en vie. » Ok, je crois que je vais faire un petit topo sur qu'est-ce qu'il ne faut pas dire aux gens en détresse. Oh, ta détresse, elle est pas si grave, parce qu'en fait, il y a quand même ça. En fait, ça marche pas.
Ça fout les boules en plus d'avoir déjà les boules de la détresse. Ce qu'on a besoin d'entendre, c'est « Waouh, je vois que t'es en détresse. Ce que tu vis, c'est dur. Pour toi, ça paraît insurmontable. Oh, j'entends, je suis là avec toi. » Point. On s'arrête là. Il n'y a pas de « au moins, oui, mais quand même, tu as de la chance de… » En fait, ça marche pas. Le positivisme, quand quelqu'un est dans la merde absolue, ça met sous l'eau, en fait. Je pense que vous avez pu comprendre en écoutant cette histoire que face à quelqu'un qui fait une crise, la réaction première, c'est d'essayer d'arrêter tout ce qui est stimulant. Créer du calme, pas toucher, pas de parole autant que possible, le moins possible. Si vraiment il y a besoin de poser des questions, que ce soit des questions où on peut répondre par oui ou par non, par un hochement de tête, par un regard, parce que très souvent, on n'est plus en capacité de parler. Ça veut dire éloigner la foule, éviter tout contact physique, essayer de mettre la personne dans un lieu sécure pour elle, avec le moins de bruit possible, le moins de lumière possible, le moins de contact possible, et, si c'est disponible, des choses qui lui font du bien. Si c'est une personne que vous connaissez, trouvez sa couverture douce, trouvez son doudou, son animal de compagnie, sa personne préférée, qui sait. Quand quelqu'un fait une crise autistique, c'est qu'elle est saturée. La réaction simple, c'est qu'est-ce qui est saturant autour de cette personne? Comment je peux l'arrêter? Ça, c'est ce qui peut être le plus soutenant. Ensuite, si la personne montre une envie de contact, allez au contact très doucement, en laissant toujours la possibilité à l'autre d'en sortir. Si la personne a envie de parler, écoutez avec patience, ne rien forcer, ne pas faire une avalanche de questions. Juste le moins de stimuli possible, c'est vraiment le mieux. Et puis laissez la personne s'exprimer. Si c'est des crises de larmes, accueillir les larmes. Si c'est du silence, restez en silence. Si c'est des balancements, des mouvements de stime, laissez vivre. Prendre le temps de laisser s'exprimer ce qu'a besoin de s'exprimer comme ça s'exprime parce que c'est parfait. Le système fonctionne très bien. Une crise autistique, pour moi, c'est la preuve que mon système fait exactement ce qu'il faut pour se réguler. Et quand c'est bien accompagné, ça peut vite être traversé pour amener du bien-être derrière. Et de la fatigue aussi, parce qu'une crise autistique, c'est épuisant. Donc c'est bien de pouvoir proposer à la personne de s'allonger, de dormir, d'être dans du silence, du noir. Et surtout de plus rien attendre d'elle jusqu'à au moins le lendemain. Voilà, j'espère que ça vous a donné des clés pour peut-être vous-même ou les autres autour de vous. J'ai beaucoup de gens qui me demandent comment ils peuvent me soutenir et je suis bien embêtée parce que je ne sais pas. Je suis déjà tellement surstimulée depuis avant l'accident. Je ne vois plus personne, je ne sors plus, je ne fais rien, quasiment. Que cet accident, c'est inimaginable. Je ne peux pas commencer à avoir l'idée de qu'est-ce que je fais avec ça tellement que c'est trop. Donc je ne sais pas comment on peut m'aider parce que je peux déjà pas accueillir quelqu'un qui vient me parler, quelqu'un qui vient passer du temps avec moi, quelqu'un qui vient faire des trucs autour de moi. J'ai juste besoin qu'il n'y ait plus rien en fait. Là, ce dont j'aurais besoin, c'est quelqu'un qui vienne faire à manger chez moi quand je dors, quelqu'un qui lave ma maison pendant que je suis pas là, quelqu'un qui puisse faire les allers-retours pour mes enfants, quelqu'un qui me ramène des courses en secret. J'ai plus l'énergie pour les interactions sociales du tout. Là, j'en suis à pouvoir faire une chose dans la journée. Et c'est comme ça déjà depuis 1 an. Je peux ou faire à manger, ou sortir, ou parler avec quelqu'un, mais je peux pas faire les 3 dans la même journée. Du coup, ouais, là, j'en suis un peu à choisir entre est-ce que je me fais à manger aujourd'hui ou est-ce que je prends une douche? Donc ouais, en fait, je fais ce que je peux avec moi-même. Oui, j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup d'amis précieux, précieuses, qui sont venus me soutenir, qui nous ont aidés à vider les véhicules. C'était encore toute une aventure de rapatrier nos affaires, parce qu'évidemment, on était à 400 km de chez nous, sinon c'était pas drôle. Et ça fait des semaines qu'on dispatche les trucs, et à stocker quelque part, qu'on va aller rechercher, qu'on trouve un véhicule pour nous amener là, pour machin. Ouais, il y a un peu tout à recommencer là. Et c'est beaucoup trop gros, c'est impossible. Et en même temps, on n'a pas le choix, c'est la vie. J'ai plusieurs amis et connaissances qui m'ont demandé s'il y avait une cagnotte. Du coup, ouais, ça y est, il y en a une. Je vais la mettre en description pour les personnes à qui ça parle. Et puis, si vous me croisez bientôt, ce que je préférais, c'est juste qu'on me regarde, qu'on me dise « Ok, je sais ce que tu vis, c'est dur.
Je suis là. Et c'est tout. Pas attendre une grande discussion, m'accueillir si je pleure sans rien dire. Juste accueillir, c'est dur, putain, ça a aucun sens, c'est injuste, c'est insupportable, ça fait trop. Et juste s'arrêter là, c'est parfait. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de mettre un petit pouce, ça me soutient pour avancer. Mettez des commentaires, je ferai ce que je peux pour répondre. Et j'espère que ça vous aura fait un peu avancer dans la compréhension de l'autisme.